j'ai un repas à 8h du mat, un repas à 10h30, un repas à 13h, un repas à 16h, un repas à 21h. Là, va voir ta banque et croûte-toi. C'est quand le jeu devient dur que les durs deviennent bons. Je suis dans l'optique du long terme, avoir une vision, comprendre que ça n'arrive pas en une nuit, avoir une feuille de route, la suivre assez longtemps pour que ça arrive. Est-ce que ça te parle cette citation? J'allais te demander de qui c'était, je trouve ça incroyable. Tu trouves c'est qui? Tu penses que c'est qui? Voilà, c'est ça la question. C'est un Français? Non. Nipsey? Nipsey. J'étais obligé de commencer avec Nipsey, tu vois. Écoute, parce que je sais que c'est quelqu'un qui te tient à cœur, moi aussi. Énormément. Donc je voulais commencer avec cette vision parce qu'on va parler justement de feuilles de route, de discipline, de schémas mentaux, justement comment tu fais pour te conditionner à la réussite. Et je sais que toi, tu es à fond dedans. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc moi je m'appelle Pierre Mathieu, j'ai 28 ans. J'ai bien aimé, tu as dit athlète, athlète avant tout, un entrepreneur. J'ai fondé avec mon associé Will et mon associé Adi la Salle du Temps en 2018. Donc la Salle du Temps, c'est un concept de coaching personnalisé. Donc en gros, l'idée, c'est qu'au lieu que tu aies un coach que tu vas payer 50-60 € de l'heure, là, tu viens à l'intérieur de la Salle du Temps en illimité avec ton coach pour moins de 200 € par mois. Donc j'ai lancé ça en 2018. Maintenant, j'ai 3 clubs sur Paris avec des nouveaux en préparation. Et on va dire que je fais ça principalement. Et l'année dernière, j'ai commencé à me tourner vers la création de contenu. Donc que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc., etc. Donc le sport, il est au cœur de ton business, il est au cœur de ta vie. Comment ça conditionne ton business? Comment tu l'insères même dans une journée? Comment tu t'organises à ce niveau-là? Le sport? Ouais. Je mets le sport au même niveau que je mettrais un rendez-vous maxi important avec la banque. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de vision. Moi, je suis énormément dans les routines. Je suis énormément dans les habitudes. Tu vois, ça veut dire que j'attache une très forte importance à la planification parce que justement, tu as besoin de cette planification pour moi pour réussir. Tu vois, ça veut dire que les gens rigolent des fois quand ils voient à quel point je suis discipliné et rigoureux. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Je te donne une bêtise. Moi, j'ai, je pense, à peu près entre 10 et 12 alarmes par jour qui sonnent, que ce soit pour me réveiller le matin, que ce soit parce que je vais avoir un call, mais que ce soit aussi pour mes repas. Et donc généralement, tu vois, par exemple, j'ai un repas, j'ai calmé un petit peu là, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais j'ai un repas à 8h du mat, un repas à 10h30, un repas à 13h, un repas à 16h, un repas à 21h. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'être à un niveau de planification et de routine tel que je peux vraiment débrancher mon cerveau et me mettre à 100% dans les tâches dans lesquelles je suis impliqué. D'accord. Tu vois? Okay. En fait, le fait de cadrer et de donner un peu la roadmap, ça fait que tu suis le truc et tu es efficace. Tu peux débrancher ton cerveau. Okay. Ce que je veux, c'est vraiment pouvoir faire chaque tâche que je vais faire à 100% et faire en sorte que je puisse me mettre dedans à un tel point que de toute façon, quand j'aurai besoin de faire autre chose, j'ai un réveil qui va sonner, j'ai mon calendrier qui va me mettre un rappel, etc. Tu vois. Et donc, au niveau du sport, ouais, c'est par exemple des plages de tous les jours de 14h à 16h, par exemple. C'est le moment que je prends. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a fermé les salles à ces horaires-là. C'est pour faire en sorte que ce soit moi, mes associés ou les coachs, on puisse nous s'entraîner. Tu vois le délire? Ok, d'accord. Parce que tu as créé une franchise du coup. Exactement, c'est ça. Et dans toutes les franchises, il y a cette règle? 14h, 16h, c'est fermé. C'est-à-dire qu'on est ouvert de 8h à 21h et de 14h à 16h, c'est fermé. Donc au début, c'était pour des raisons, on va dire, un peu plus de santé parce que on est des entrepreneurs, on est des hustlers, donc on coachait de 8h à 21h et on avait besoin d'une pause pour pouvoir manger, pour pouvoir se reposer, etc. Et en fait, avec le temps, comme il y a du monde qui est venu au niveau dans l'équipe pour venir nous aider, etc., en vrai, on aurait pu retirer ce truc-là et faire rentrer de l'oseille. Mais on s'est dit, attends, que ce soit en termes de team building, que ce soit en termes d'entraînement, que ce soit en termes de rigueur personnelle, avoir ces créneaux-là, c'est pouvoir nous mettre en avant qui on est, notre personnalité, notre santé, pour faire en sorte que derrière, ça se passe bien au niveau du rendu sur les clients. Trop bien. Parce que sur cette émission, justement, on fait le parallèle entre sport, entrepreneuriat et art. Et que ce soit les artistes, les entrepreneurs et les sportifs, il y a besoin de cette rigueur, d'être performant en fait. Et est-ce que toi, tu l'inculques du coup à tes équipes, cette discipline, cette rigueur? C'est super intéressant. Je l'inculque, mais je l'inculque de façon indirecte. Je dis ça dans le sens où je ne vais pas être justement là à leur pousser
forcément la rigueur que moi je m'impose. Mais par contre, c'est marrant parce que tous ceux qui vont au bout d'un moment vouloir passer un step, c'est-à-dire passer de stagiaire à coach officiel, passer de coach à gérant, passer de gérant à, du coup, donc, en tant que gérant, devenir manager ou CEO, ben en fait, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils vont avoir besoin au bout d'un moment d'avoir un certain cadre parce que tu n'as pas le même niveau de responsabilité quand tu dois coacher des clients et quand tu dois au bout d'un moment te mettre à coacher des clients, travailler sur ton business plan, aller voir des banques, rencontrer des locaux, continuer à t'entraîner. Et là, à ce moment-là, ils se disent « Putain, comment tu fais ? Et moi, je manque de temps. » Et là, à ce moment-là, parce qu'ils commencent à avoir ce besoin-là, là, je vais leur inculquer comment est-ce qu'ils ressentent la douleur. En fait, tu peux peut-être pas mettre ces choses en place là si tu ressens pas. Exactement. Tant qu'il n'a pas soif, tu ne peux pas lui donner à boire. Au moment où il dit « Attends, mais Pierre, comment tu fais pour gérer tout ça entre 8h et 21h ?» Bah là, je lui dis « Tiens, mon coco, viens t'asseoir. » Voilà, moi, les outils que j'utilise, tu vois. Trop bien. Et tu vois, tu parlais de cette rigueur extrême. En fait, c'est une rigueur que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. Comment tu penses qu'ils pourraient la mettre en place et justement imiter un peu la rigueur que peut avoir un athlète, quoi. Pour être performant dans le business, tu es obligé, moi je pense que tu es obligé d'avoir cette rigueur. Bah, en fait, je pense que déjà, la première chose, c'est de savoir ce qui est important pour toi. Ça veut dire que, tu vois, je coachais un petit là il y a 2 semaines et il me disait « Pierre, moi j'ai envie de devenir athlète de haut niveau, etc. Je ne sais pas comment faire. » Et je lui disais « Bah tiens, le premier truc à faire déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans le sens où bah, tu vas vouloir demain te dire ce qui est important pour moi, ça va être le sport. Ce qui va être important pour moi, ça va être l'alimentation. Ce qui va être important pour moi, ça va être le sommeil. Et ce qui va être important pour moi, c'est quand même le business parce que j'ai besoin de faire rentrer des sous. Donc déjà, là en vrai, tu as tes 4 grands axes ou tes 4 plages de choses que tu vas pouvoir rentrer dans ton emploi du temps. Et l'idée en fait, c'est que les gens pensent constamment qu'il faut avoir l'air d'être quelqu'un d'occupé, d'avoir beaucoup de choses dans son planning, etc. Moi, avec le temps, par exemple, un de mes focus sur cette nouvelle année, c'est par exemple maintenant d'éliminer au maximum les distractions pour pouvoir gagner en productivité. Pas faire plus de trucs, mais faire moins de trucs. Et donc le premier truc, c'est de dire, bah tiens, ton alimentation, c'est important. Tu as checké ton coach, tu as checké ton nutritionniste, tu as besoin de 4 repas par jour. Bah tiens, tu vas aller rentrer dans ton emploi du temps. L'entraînement, c'est important. Tu as tel objectif, tu vas avoir besoin de faire 2 heures de renforcement musculaire, 1 heure de cardio. Rentre-les dans ton emploi du temps. Le business, tu as besoin de faire rentrer temps, ça va te prendre tant de temps. Rentre-les dans ton emploi du temps. Et en fait, comme ça, tu vas te rendre compte que tu vas créer des habitudes et tu vas créer des routines qui sont adaptées pour toi. Et en fait, le truc dont les gens ne se rendent pas compte aussi, c'est que plus tu es discipliné, plus tu as du temps en vrai. Parce qu'à partir du moment où tu as dit, tiens, cette tâche, elle va durer de telle heure à telle heure, bah, quand cette tâche est finie, tu peux faire autre chose. Alors que le fait de procrastiner ou de se dire que j'aurai le temps de faire quelque chose, bah, c'est déjà, tu n'es pas complètement concentré dans les tâches que tu fais. Parce que tu es constamment concentré sur putain, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il faut que je pense à faire ça, etc. Et deuxièmement, bah, pour moi, c'est vraiment une tranquillité d'esprit, cette rigueur. Parce que quand je ne suis pas dans les tâches, eh ben, je peux me poser et avoir une vie, on va dire, plus tranquille. Tu vois. Et est-ce que tu as eu des fois où tu n'étais pas dans tes tâches justement et est-ce que tu ressens justement le manque d'organisation te fait un peu partir dans tous les sens ou tu réussis toujours à être hyper organisé? Est-ce que des journées où tu n'as pas programmé… Est-ce qu'il y a des jours où je suis en roue libre? Voilà, c'est ça, tout simplement. Il y a des fois, ça peut m'arriver d'être en roue libre. C'est assez rare parce qu'il y a 2 choses. Il y a l'organisation qui est super important, mais la deuxième chose, c'est l'adaptation. Et ça, en fait, je pense que la balance entre les deux, eh ben, ça fait en sorte que tu ne pètes jamais les plombs. Parce que moi, par exemple, je vais avoir mon planning à la semaine qui est à peu près toujours le même. Et ce que je vais faire, c'est que le dimanche, je vais passer une demi-heure à regarder mon emploi du temps de la semaine et à regarder quand est-ce que j'ai mis des tâches et où. Et en fait, je vais commencer à visualiser et à mentaliser ma semaine en me disant, OK, je te donne une bêtise. Là, par exemple, aujourd'hui, on doit se voir. Je sais qu'on va se voir de 11h à 12h30. Eh bien, je sais que par exemple, si j'avais calé un coup de fil avec une banque à 12h30, je me dis, attends, je vais sortir de 1 heure dans le froid. Je sais que ce truc-là, en vrai, je ne vais pas avoir le temps de le faire ou je vais le bâcler. Donc, du coup, il vaut mieux que le rendez-vous, je demande à la meuf de le recaler le lendemain à telle heure. Okay. Et en fait, cette adaptation que je fais à la fois le dimanche soir et que je fais aussi la veille, donc par exemple, je l'ai fait hier soir pour ce matin, ça permet de faire en sorte que là, en vrai, la plage de temps que j'ai laissée après l'interview, elle va me permettre simplement d'aller faire du sport et pas de me mettre dans une journée où je vais être constamment en retard, où je vais constamment manquer des tâches ou des actions que j'ai décidées. Tu vois. Ok. Et comment ça, tu le transmets aux autres parce que tu as un coach,
Donc, tu as coaché des gens lambda, on va dire, mais tu coaches des coachs. Donc, Je coach des coachs. C'est différent, tu vois, dans l'approche. Ouais. Comment tu coaches des coachs, du coup? Comment tu coaches des coachs? Alors, par rapport à l'association que j'ai avec mes gars, on va dire que c'est plutôt mon gars Will qui va s'occuper de former les coachs. Moi, on va dire sur toute la partie pratique du coaching, mais sur la partie organisation. Organisation et business, parce que du coup, peut-être tu peux l'expliquer, mais toi, tu accompagnes les coachs sur comment ils vont ouvrir leur salle, comment ils vont aller chercher des locaux, aller chercher un crédit bancaire. C'est du développement personnel. Ça va au-delà de juste faire du business. Tu vois, tu me parles d'avocat, rendez-vous à la banque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il ait une certaine posture, il faut qu'il ait un certain discours. Et comment tu les... Je dirais le premier truc, c'est du test and learn. C'est-à-dire que nous, on est énormément dans l'action par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Et l'idée, c'est que j'aime bien, de la même façon que je me suis cassé la gueule tôt, faire en sorte qu'eux se cassent la gueule tôt. Ça veut dire qu'au lieu de se prendre la tête pendant 6 mois, 1 an sur comment va se passer un rendez-vous à la banque, là, va voir ta banque et croûte-toi. Ok. Et quand tu vas aller voir ta banque et que tu vas te croûter, la seule chose que je vais te demander, c'est que même si tu n'es pas lucide, tu vas demander là au banquier à la fin du rendez-vous, qu'est-ce que vous avez pensé du rendez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que je peux améliorer? Donc en termes de feedback sur les prochains rendez-vous. Donc tu les fais apprendre sur le terrain, sur le tard. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on a appris en vrai, tu vois. Et je pense qu'une des raisons qui fait que maintenant on a moins de 30 ans, qu'on fait du business et que ça se passe bien, c'est parce qu'on n'a pas eu peur de se casser la gueule très tôt, tu vois. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une très bonne leçon ça. Test and learn. Test and learn et sur le coaching, donc en termes de développement personnel, ça va être en mode tiens, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Sur quoi est-ce que tu galères? Et on va dire que c'est à peu près tout le temps les questions qui nous permettent de démarrer les rendez-vous. Au téléphone, quand tu me parlais de ton activité, je te parlais d'Alex Hormozy. Ouais. Et je ne sais pas si tu as entre-temps, d'ailleurs, tu t'es renseigné? Je te check parce que Nono m'en avait parlé, Noal. Ok. M'en avait parlé il y a 1 an et demi. Okay. Et je regardais son contenu. J'aimais, on va dire que je m'y étais pas forcément intéressé plus que ça. Je trouvais ça pas mal. Et quand tu m'as parlé du bouquin Gym Launch, en fait, ça m'a donné une perspective complètement différente de lui, parce que je sais que c'était un mec qui était dans le fitness, mais pour moi, c'était juste un mec qui avait ses gestions de fonds, là, ses assets under management, et qui faisait que de la gestion de fonds, et je ne savais pas qu'il avait démarré avec Prestige Labs et avec son business de coaching et de gym, justement, de faire en sorte de pouvoir manager des owners de gym. Ce que toi tu fais, où il ouvre des salons de fitness pour des coachs, c'est ça. Mais il les accompagne vraiment sur tout de A à Z. Exactement. Comment rentrer du cash, exactement. Et il avance même ses propres fonds pour te trouver tes premiers clients. Et en fait, tu arrives et il y a une définition qu'il a donnée, je voulais la partager avec toi. En fait, il dit qu'il faut que tu augmentes l'aspiration profonde, la volonté qu'il y arrive, et que tu diminues le sacrifice qui va y passer. Et j'ai trouvé ça fort parce que je me suis dit, ouais, c'est dur de vendre quelque chose sur le long terme. Et en fait, si tu diminues le sacrifice qu'il va y mettre et tu lui facilites, et c'est ce que toi tu fais au final. Le gars, il arrive et il sait déjà comment tout va se dérouler. Exactement. Tu diminues, donc tu augmentes le niveau de croyance par rapport à l'atteinte du résultat. Tu augmentes du coup l'accès au résultat parce qu'il permet de l'avoir plus vite grâce à toi. Et tu diminues les efforts et les coûts parce que il n'a pas besoin de motivation. Il a quelqu'un qui est là pour l'accompagner de A à Z. Et surtout, moi, la chose que je dis à mes clients, c'est la seule chose que vous avez à faire, c'est réserver votre rendez-vous sur l'application. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez simplement à vous pointer et le coach va s'occuper de tout, entre guillemets, pour vous, de A à Z. Ok. Tu vois ? Comprendre la valeur que tu apportes à un client. Et après, déjà, tu peux le facturer très cher. Et ça te fait switcher, je pense, mentalement. Tu vois, nous, on vend de la vidéo, on vend de la stratégie vidéo. Et pareil, on est sur du long terme. Tu viens pas, tu fais une vidéo et ça fonctionne. Tu viens et tu prends 10 vidéos et sur l'année, on va faire ta stratégie. Alors, il y a un jeu que je fais tout le temps maintenant. C'est comme on compare business et sport de haut niveau. Et toi, tu es dans le sport de haut niveau, justement. Tu serais quel type d'athlète? Si tu étais un cycliste, tu serais un grimpeur. Donc, c'est quelqu'un qui est doué dans les ascensions. Tu serais un sprinter. Tu serais le rouleur. Le rouleur, c'est quelqu'un qui a une cadence élevée, mais pendant longtemps. Tu serais un puncher. Puncher, c'est plus dans les derniers kilomètres, tu vois, il est très explosif. Ou tu serais polyvalent. Oh, j'aime bien. Alors, le premier qui m'a parlé, c'est le grimpeur. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que moi, ce qui m'excite, c'est quand c'est difficile. Ça veut dire que, par exemple, une période qui m'a... J'ai envie de dire la période qui m'a le plus fait kiffer dans mes 5 ans de la salle du temps, c'était les 3 premiers mois quand c'était dur.
et la période de Covid, parce que j'ai mon gars Didier qui dit toujours, c'est quand le jeu devient dur que les durs deviennent bons. C'est facile d'être bon quand tout le monde est bon. Par contre, au moment où ça va se compliquer, c'est là où du coup, il va falloir faire les extra efforts pour montrer que tu es bon. Mais t'aimais sur le coup ou t'aimais après coup, tu t'es dit, ah, j'ai kiffé cette période? Non, ça me stimulait énormément sur le coup. Et avec du recul derrière, je me dis, c'est lourd. Ça peut être le pétard, hein, situation de crise, etc. Machin. En fait, je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut que je stand out, il faut que je sorte du lot à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le grimpeur me parle, mais sinon, je dirais le rouleur. Parce qu'en vrai, c'est une course de fond, c'est un marathon, tu vois. C'est passionnant parce que y a un livre aussi qui parle de... Tu as le wartime CEO et tu as le peacetime CEO. Tu as des CEO qui sont très bons quand tout est calme. Et en fait, ils sont très bons dans l'organisation, etc. Et tu en as qui sont, quand c'est la guerre, quand c'est la merde et tout, ils sont là pour assurer, tu vois. Toi, du coup, tu es plus un wartime CEO. On va dire que ça me fait penser... Ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à un Oussama Ammar qui est fan du chaos, ouais, tu vois. C'est ça, ouais. Et on va dire que je ne sais pas si je suis bon, la société est encore là et on fait du chiffre et ça se développe, donc je pense que je suis pas mal. Mais ouais, quand c'est le chaos, c'est là où je suis stimulé parce que mettre mon cerveau en mode on 16-18 heures par jour en me disant putain comment on va faire, c'est en tout cas moi personnellement, c'est ça qui me stimule le plus. Ouais. Trop bien. Et comment ça comment quelqu'un qui nous regarde là, comment il le fait pour apprendre ça, parce que je pense que il y a deux choses qu'un entrepreneur manque quand il commence, c'est le muscle du courage et le muscle de la décision, la prise de décision. Et comment tu muscles ces deux trucs, tu vois. Déjà, je pense qu'on en revient à du Gary Vaynerchuk, c'est la connaissance de toi-même. Parce qu'il faut être bon dans la remise en question de ce qui se passe et de comprendre les différentes périodes. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivé dans du wartime, pour reprendre tes dires, je n'avais pas compris qu'en fait c'était de la situation de crise. C'est-à-dire que je le gérais comme une période normale, alors que non, c'était une période de crise. Et c'est un de mes clients d'ailleurs, qui est devenu un ami avec le temps, qui m'a dit non mais là c'est une crise. Une crise, c'est pas grave en soi. Il faut juste la gérer différemment. Il faut mettre des choses différentes en place, tu vois. Donc ça, c'est juste pour faire une parenthèse là-dessus. Mais par rapport à ce que tu disais sur le muscle du courage, on en revient à la même chose. Et j'en parlais hier. La confiance en soi, il faut comprendre que pour gagner en confiance en toi, il faut simplement planifier une action et la réaliser. Je dis ça dans le sens où les gens se disent toujours comment est-ce que je peux gagner confiance en moi, etc. J'en parlais avec un de mes clients. Il a gagné confiance en lui avec une première action qui était je réserve une séance d'essai, je me déplace et je le fais. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que tu muscles justement ce muscle du courage parce que c'est en mettant des choses en place et en les réalisant. Tu gagnes confiance en toi quand tu dis quelque chose et quand tu le fais. C'est aussi simple que ça. Si tu dis beaucoup de choses et que tu les accomplis à chaque fois, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas exploser, que tu ne puisses pas avoir maxi confiance en toi puisque tu fais ce que tu dis à chaque fois. Tu vois ? Et le deuxième muscle, c'était quoi ? Et la décision. La prise des décisions. Tu vois, quand c'est la crise, prise de décision, tes décisions, elles ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Il faut que tu sois hyper bon dans la prise des décisions. C'est super intéressant. La prise des décisions, pour moi, c'est un peu ça vient un peu avec les 10 000 heures. Ça veut dire qu'il faut que tu aies mangé des galères sur galères. Ouais. Et quand tu n'as pas mangé de galères dans ta vie et que tout est, tu vois, c'est compliqué. Tu prends pas forcément des bonnes décisions, quoi. C'est vrai. Ou en tout cas, quand il faut les prendre, tu n'es pas là. Je capte ce que tu dis. Par rapport à la décision, il y a un truc qu'il faut comprendre pour les jeunes entrepreneurs, pour le coup, c'est que demain, tu vas démarrer dans le business, donc tu vas avoir un niveau de problème qui est à la hauteur de ton stade de développement dans ce business-là. Je dis ça dans le sens où tu ne vas pas demain démarrer ton business et d'un coup, tu as, comme moi, 20 employés à gérer, tu as un chiffre d'affaires à faire entrer, tu as des deals avec des banques, etc. Le niveau de problème, ça va être, tiens, il faut que je trouve 5 clients pour pouvoir, je te donne une bêtise, payer le loyer pour mon local, ou tu vois. Donc, les décisions en fait que tu vas prendre, elles vont être aussi, elles, proportionnelles à ton niveau de développement dans le business. Tu vois ? Donc, dans le sens où voilà, on est toujours là à se dire putain, mais comment ça va se passer au moment où ? Comment ça va se passer au moment où ? Pour le moment, t'inquiète pas, mon ref, les niveaux de décision que tu vas avoir, il est proportionnel à ton niveau de responsabilité et pour le moment, et grâce à Dieu, il est faible. Tu vois ? Donc, tu vas avoir le temps de le muscler et faire en sorte que ça se passe mieux, tu vois ? Ah, c'est profond. Ouais, non, mais c'est vrai que ça remet les choses en perspective ou en fait chill, quoi, c'est ça. Tranquille. Ouais. Tranquille, tu vas. Pour le moment, t'es pas Elon Musk, t'as pas des investisseurs derrière toi, t'as pas tout ça, non. Il faut que je paye mon loyer. Mon loyer, c'est quoi ? C'est 1500 balles. 1500 balles, c'est 5 clients. Il faut que tu trouves 5 clients. C'est ça les décisions que tu as à faire en vrai, pour le moment, donc tranquille, tu vois. Tu as parlé d'Oussama Ammar, tu suis un peu ce qu'il fait. Ouais. J'aime beaucoup Oussama Ammar. Tu sais pourquoi je te pose la question ? Parce que j'ai plein de potes qui ne sont pas dans la tech
Ok. Moi, vu que je suis dans la tech, je le suis depuis un moment. Et j'ai plein de potes qui sont pas dans la tech qui kiffent Oussama Ammar. Qui sont pas dans la tech? Qui sont pas dans la tech. Et qui le kiffent. Et, Ok. et toi, t'es pas dans la tech. Moi, je suis pas dans la tech, moi. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes chez lui et comment t'as découvert ça, tu vois? Comment j'ai découvert Oussama Ammar? J'ai découvert Oussama Ammar via Coup d'État. Ok. Et donc mon ami Didier, que je te présenterai d'ailleurs, Ok. big up à Didier, qui m'avait fait découvrir ces formations. Et c'est moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est le mélange de nonchalance, de chaos, de je m'en foutisme, de prise de parole et de position qui sont complètement en accord avec ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui cache, c'est quelqu'un qui est honnête à 100%. Ça, c'est vraiment l'honnêteté radicale. C'est quelque chose vers lequel moi aussi j'aspire personnellement, tu vois. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas le personnage ou la perception que j'en ai. Et j'ai même souscrit à ses services de Better Call Ous depuis qu'il l'a lancé, tu vois. J'aime beaucoup, ouais. Dès qu'il est en... Ça t'a apporté Ouais, t'as eu un échange, du coup, tu as eu l'échange de... Exactement, j'ai fait 30 minutes. 30 minutes, exactement. Ouais, 30 minutes. J'ai eu l'échange avec lui par rapport à des problématiques qu'on avait au niveau du business. D'accord. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et un des enseignements tirés, c'est de te dire qu'à partir du moment où tu connais le business, peu importe l'industrie, grossièrement, les problématiques restent les mêmes. Tu vois, ça veut dire qu'il a beau pas connaître forcément l'industrie du sport. Quand je lui ai dit, bah tiens, moi par exemple, j'ai un problème au niveau du profil que je recherche à tel poste, et il m'a dit, mais non, mais t'es con, en fait, il faut juste faire ça, ça, ça. Et ça peut être vrai à 90%. Tu vas te rendre compte que c'est la même vérité en réalité, peu importe l'industrie, parce que c'est une règle qui est inhérente au business et aux relations humaines, etc. Tu vois ? Est-ce que tu peux nous partager ta vision, parce que ton surnom c'est Pierre. Ma vision. Pierre Vision. Pierre Vision, exactement. Pierre Vision. C'était Pierre Vision avant que mon compte Instagram saute. Ma vision, moi, elle est simple et j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de Anthony Bourbon avec Enlève tes chaussures. Ouais. Et au bout d'un moment, et je l'ai reposté d'ailleurs sur Twitter, il dit, moi, mon but, c'est de faire la révolution et d'être l'étincelle positive qui va faire que les gens se rendent compte du potentiel qu'ils ont en eux. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ça, en fait, ça a résonné en moi dans le sens où moi, j'ai toujours eu cet aspect révolutionnaire. Et pas révolutionnaire en mode je vais prendre des armes et je vais tirer sur tout le monde, mais révolutionnaire dans le sens de, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Nipsey Hussle, mon objectif à moi, c'est d'être le plus vrai et le plus aligné possible par rapport à qui je suis. Et je sais que j'ai, moi, le sentiment, la chose qui m'attire le plus, c'est la notion de liberté. C'est-à-dire que je suis prêt à me battre toute ma vie s'il le faut pour rester indépendant, pour faire ce que j'ai à faire en fonction de comment je l'ai décidé, comment est-ce qu'on l'a décidé, et pour emmener justement des gens à réfléchir de cette façon-là. La salle du temps, c'est ça aussi, c'est exactement. Tes franchisés et tes associés. 80% des gens que j'ai à la salle du temps, je postais ça ce matin sur LinkedIn, 80% des gens que j'ai à la salle du temps, c'est des gens où on se connaissait d'avant. C'est des gens qui viennent de ma ville, c'est des mecs qui étaient au lycée avec moi, c'est des mecs avec qui j'étais à la fac, c'est des mecs qui étaient coachs avec moi. 80%, ça veut dire que je crois que j'ai, sur l'équipe que j'ai, 3 ou 4 personnes que je ne connaissais pas à la base. Sinon, le reste, c'est que des refs. Donc, c'est des mecs qui t'ont vu faire et qui se sont dit « Ah ouais, bah ok, moi je le suis et qui ont rejoint ton bateau. » Et même à un niveau encore pire que ça, je vais dire ça, mon associé a même dit à l'un de mes gars qui bosse en tant que coach avec moi, eh bien, je vais faire plus tard, je ferai ma salle de sport et tu bosseras avec moi. Et ça, c'était en première année, c'est-à-dire qu'on avait 18 ans. Et le gars lui avait dit « Mais vas-y, arrête tes conneries, etc. » On a charbonné. 4 ans plus tard, il l'a appelé, il lui a dit « T'es prêt à démarrer au mois d'avril ?» Moi, pour le coup, en termes de vision, l'élévation sociale. C'est-à-dire faire en sorte qu'un mec qui est simplement coach, eh bien demain, il puisse se dire « Attends, j'ai suffisamment de compétences pour devenir manager d'une salle. J'ai les cartes en main si je veux pouvoir ouvrir ma propre salle. Et là, comme Alex, qui travaille avec moi, je vais pouvoir au bout d'un moment mettre en place une master franchise et ouvrir plusieurs salles du temps. Et encore une fois, m'élever socialement, gagner du pouvoir d'achat, gagner en qualité et en niveau de vie, tu vois. Grave. Donc ça me parle à 100%. Grave. Toi, les gens ils sont venus comme ça à toi et j'en suis sûr qu'au début, ils ont douté en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» C'est quoi ce prix-là déjà? Moi, j'arrive dans un truc où le marché des salles de sport à l'heure actuelle, c'est du Basic Fit ou du Fitness Park qui le lead avec entre 19 et 29 euros par mois. Et moi, j'arrive avec un concept de franchise de salle de sport où c'est 199 par mois. Donc c'est vrai que les gens, la première fois qu'ils viennent, le niveau de comparaison qu'ils ont, c'est Basic Fit, c'est low cost et ils se disent « Attends, pourquoi je viendrais chez toi ?» Et en fait,
on les invite à faire une séance d'essai chez nous. Et après la première séance d'essai, en fait, ils comprennent. Ils se sentent à la maison, il y a quelqu'un qui est là pour s'occuper d'eux de A à Z. Et en fait, c'est là où, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on est dans un business d'attention. Et l'avantage du business d'attention, c'est qu'on peut parler d'IA, on peut parler de tout ce qu'on veut maintenant de nos jours. Les gens auront toujours besoin qu'on fasse attention à eux. Et tant que tu te concentres sur faire attention justement aux gens, bah, ils auront toujours ce moment où ça a beau être dur au travail, ça a beau ne pas bien se passer à la maison, et bah, les 45 minutes où les gens viennent à l'intérieur de la salle, ils ont un coach qui est concentré à 100% sur eux, sur leurs problèmes, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sportif. Truc de fou. Ah, même au niveau des problèmes personnels du coup. Bien sûr, moi quand j'étais coach, il m'est arrivé de faire des séances d'1 heure à des meufs où pendant 40 minutes, elle me racontait sa journée et pourquoi ça ne se passait pas bien à la maison. Et à la fin, on faisait 20 minutes de sport. Et une fois les 1 heure finies, elle me disait « c'est incroyable, j'ai passé un bête de moment ». En vrai, on n'a pas fait de sport. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait besoin. Exactement, 100%. D'où le nom, la salle du temps. La salle du temps. La salle, pour nous, on sait ce que ça veut dire. Et pour les anciens, c'est la salle où tu prends ton temps. Trop bien. Exactement. Trop bien. Bah, Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir, mon ref. C'était très lourd, on a pris du plaisir là. Donc, à bientôt. On est ensemble, mon ref. Love.